C'est bon? Ah ben voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc moi, je suis absolument ravie d'accueillir nos invités que je vais vous présenter, mais je vais commencer par une formule qui est relativement habituelle quand on parle de santé et d'alimentation. C'est Hippocrate, évidemment, ce vieil Hippocrate, médecin grec d'avant notre ère, qui déclarait que l'alimentation était notre première médecine. Et ça va être prouvé pendant cette table ronde. Tous les jours, des études scientifiques prouvent les bienfaits d'une alimentation équilibrée et surtout saine. Plutôt que de rechercher des produits dits miracles, il faut tout éviter. Il faut surtout éviter les aliments ultra transformés. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Il importe aussi de se nourrir correctement, de nourrir correctement notre microbiote. Alors notre microbiote, c'est cette fameuse flore intestinale dont on parle de plus en plus. D'aucuns disent même que c'est notre deuxième cerveau. On verra si c'est vrai ou pas. Et enfin, l'information, la bonne information est primordiale. Et pour être suivi, il faut que les conseils soient adaptés à chacun et compatibles avec notre vie sociale. Pour aborder tous ces sujets, alors j'ai d'abord le plaisir d'accueillir un grand témoin que je vais vous présenter, mais peut-être c'est pas nécessaire. Donc c'est Thierry Marx, chef étoilé du Mandarin oriental, mais pas que, parce que Thierry Marx fait beaucoup de choses, il nous en parlera. Francisca Joly est professeure dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon à Clichy. Elle a écrit un livre sur le microbiote il n'y a pas très longtemps. Virginie Femery est directrice générale de Vivoptime Solutions. Quant à Jacques Fricker, il est nutritionniste à l'hôpital Bichat et il a écrit un bon nombre de livres. Jacques, combien? Un bon nombre, d'accord. Pour commencer, Thierry Marx, j'aimerais qu'on fasse un rapide tour d'évolution de nos comportements en cuisine. Est-ce que vous avez eu une évolution dans les demandes? Est-ce qu'on demande plus de légumes, moins de sucre, en fait, tout ce qu'on entend régulièrement? Ça change beaucoup pour vous depuis une décennie, par exemple? Oui, ça change. C'est vrai que vous avez évoqué chef étoilé. C'est vrai qu'on s'adresse à un public bien souvent qui est déjà acquis à l'idée de bien manger. Dans une règle qui est assez simple, qui est la cuisine depuis très longtemps, depuis des siècles maintenant, qui dit la cuisine c'est plaisir, bien-être, santé. Et il est vrai que pour le chef, parler de santé c'est pas juste, mais parler de plaisir et de bien-être, ça l'est. Donc oui, on voit toutes les évolutions. On voit que nos clients connaissent bien les produits, connaissent bien l'histoire de ces produits, ont envie de nouveautés, ont envie de donner un peu plus de flexitarisme à leur alimentation. On voit toutes les tendances arriver et on s'adapte. Mais ça, c'est ma partie métier dans l'univers du luxe. Mais j'ai une autre partie de mon métier où on intervient dans l'univers où des gens sont dans plus grande difficulté. Oui. Et là, l'alimentation n'a pas beaucoup changé. Dont on va parler juste après, mais je voudrais juste qu'on finisse sur cette première partie. Quand vous dites nouveaux produits, moi j'ai l'impression qu'il y a souvent aussi un retour des produits anciens qu'on redécouvre, qu'on recuisine autrement. C'est un éternel recommencement ou il y a vraiment des nouveaux produits, des nouvelles saveurs? Il y a une nouvelle façon d'aller chercher de nouvelles saveurs, d'hybrider de nouvelles saveurs, de jouer avec les jeux de texture et de température, parce que vous arrivez aussi à jouer un peu avec la technologie. On a parlé beaucoup des cuissons basse température, mais aussi on a les cryoconcentrations qui nous permettent des fois d'ajouter un supplément, un relief dans un plat. Tout ça permet, avec l'outil technique et puis la curiosité, d'aller chercher de nouvelles émotions. La cuisine, c'est souvent de donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc il faut garder ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes chefs créent des univers dans l'assiette qui développent de l'émotion. Et ça, c'est effectivement, bien souvent, de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Et puis, sur les nouveaux produits, il n'y a pas tellement de nouveautés. C'est-à-dire qu'on va essayer de remettre au goût du jour certains produits. On a vu la betterave qui est arrivée dans tous les sens, l'idée du jardinage, de la permaculture, d'essayer d'avoir des produits un peu plus diversifiés dans nos assiettes, plus végétalisés aussi, et puis de leur trouver des petites hybridations qui font que ça donne de nouvelles recettes. Un chef aujourd'hui, c'est aussi un chimiste? Alors, je vais dire non. C'est plutôt les lois de la physique qui nous intéressent en cuisine plutôt que les lois de la chimie. Oui. La chimie, c'est pour ajouter quelque chose, un texturant ou quelque chose, une gomme qui va, un épaississant. Mais quand vous savez jouer plutôt avec les lois de la physique, vous arrivez à additionner, amalgamer des ingrédients entre eux en respectant leur saveur, leur température de fusion et donc c'est plutôt l'étude de la physique qui serait intéressante à mon avis. On peut avoir un exemple pratique juste pour saliver là, à 16h?
Ouais, pratique. Il y a tous les phénomènes de cryoconcentration, piéger des saveurs par le froid, les lyophiliser par le froid et de les réintroduire. Ça sont des techniques que nous avons étudiées pour les plats de Thomas Pesquet, où Thomas ne veut pas d'intrants chimiques dans son alimentation, ne veut pas d'exhausteur de goût, or qu'il est en agueusie. Donc là, on est allé chercher des nouvelles technologies qui nous permettent de piéger des saveurs autrement. Et puis surtout, se débarrasser du sucre saccharose, par exemple dans la pâtisserie et dans la cuisine, et de trouver des pouvoirs sucrants dans d'autres ingrédients. La figue, la date, les sucres de date aujourd'hui sont assez utilisés dans nos pâtisseries pour abaisser un peu l'indice glycémique de nos pâtisseries. D'accord. Alors ça, c'était pour la partie la plus tape à l'œil, enfin, si je puis dire, c'est pas du tout peut-être le mot qu'il faut utiliser. Et l'autre partie de votre discours, hein, c'est une vraie réalité, c'est un vrai souci aussi, c'est effectivement ce que vous avez appelé la fracture alimentaire. Vous la voyez vraiment puisque vous avez cette deuxième casquette. Oui, bah c'est vrai qu'on a des écoles dans l'insertion, on travaille beaucoup dans nos quartiers, et effectivement, on s'est dit, il y a une fracture sociale en France, mais aussi maintenant, il y a une alimentation à deux vitesses. Il y a une alimentation pour les gens qui ont les moyens d'une alimentation, je dirais presque bio, et alors je ne tire pas à boulet rouge sur le bio, mais quand même, il y a une interrogation, et puis ceux qui doivent se contenter d'une alimentation low cost. En fait, le low cost, c'est une économie du renoncement. Tu renonces à la qualité, en échange de quoi tu as un petit prix. Et finalement, je trouve que ça a fait beaucoup de dégâts dans des personnes qui ont une extraction sociale modeste sur leur alimentation et leur accessibilité à ce plaisir, bien-être que peut apporter l'alimentation. Donc il y a un très gros travail là-dessus à faire pour travailler sur l'enseignement. C'est-à-dire qu'arrêter de travailler sur la consommation, mais plutôt, c'est quoi le mangeur de demain? Plutôt que de penser à l'alimentation de demain tout de suite, c'est quoi le mangeur de demain et de refaire le mangeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'instruit pas très tôt, à l'école, on va continuer, à mon avis, dans ce cycle de surconsommation d'une alimentation un peu low cost. Et au contraire, si on devient mangeur, si on commence à pouvoir faire l'analyse, on est en capacité de faire l'analyse de ce qu'on va ingérer, eh bien, on a une bonne chance d'avoir un peu moins de consommateurs et un peu plus de mangeurs. Ce qui va complètement entraîner une alimentation plus juste et plus équitable et plus durable, à mon avis. Mais plus juste, équitable, mais manger mieux, est-ce que c'est forcément manger moins, choisir le meilleur aliment de temps en temps? Parce que les jeunes, par exemple, ils ont aussi besoin de quantité quand même alimentaire. Alors moi je vais pas reprendre les phrases de Paracels, mais je crois que c'est Paracels qui disait c'est la dose qui fait le poison. Nous sommes d'accord. Donc je pense qu'à un moment donné, qu'il faut végétaliser beaucoup. Moi je suis plutôt partisan du 80-20, c'est ce que je fais dans mes restaurants, 80% végétal, 20% protéines animales. Et puis d'enseigner cela. Et après, effectivement, je crois encore une fois que c'est dans la formation, très tôt, de nos plus jeunes, sur qu'est-ce que c'est que de manger, qu'est-ce que c'est que se restaurer. Est-ce que je consomme des produits à tout prix ou est-ce que je me restaure et je me fais du bien? Il y a tout un travail à faire de pédagogie là-dessus, à mon avis. Ouais. Alors justement, Jacques, vous êtes nutritionniste. Est-ce que vous avez vu évoluer, vous, les comportements alimentaires et en parallèle les comportements pondéraux, enfin les conséquences pondérales? Les conséquences pondérales, elles ont surtout existé, l'augmentation du surpoids et de l'obésité a surtout existé entre les années 70 et 90-2000 en France. Après, ça stagne relativement, si ce n'est les grandes obésités qui augmentent. Les connaissances, oui, elles évoluent, mais je crois que ce n'est pas seulement un problème financier, c'est également un problème d'habitude très tôt. C'est très difficile de changer les habitudes lorsqu'on a été habitué dès l'enfance à une alimentation qui est croustillante ou très riche ou très grasse. Il n'y a qu'à voir même les animaux. Moi, j'ai été surpris, j'ai dans la famille qui a des chats. Eh bien, un chat qui est habitué à manger des croquettes ne mangera pas autre chose. Il ne mangera plus de poisson. Et donc, c'est très tôt qu'il faut habituer les enfants, enfin, il faut apprendre aux mères et aux pères, et si possible habituer dès le plus jeune âge à manger une alimentation qui soit saine, parce qu'on peut bien manger sans forcément payer très cher. Les légumes secs, c'est pas très cher, et c'est un des meilleurs aliments qui soit, les lentilles, les pois chiches et autres. Les légumes des saisons, c'est pas forcément très cher, les fruits, c'est moins cher que les biscuits. Vous voyez, donc c'est vraiment un problème d'habitude prise assez tôt. C'est forger le goût dès l'enfance. C'est forger le goût dès l'enfance et essayer de donner des habitudes, et puis savoir qu'il y a quand même
Il y a l'appartenance parce qu'on mange. On mange également parce qu'on appartient à une classe d'âge, parce qu'on appartient à un groupe social, parce qu'on appartient à sa famille. Et ça, il ne faut pas le rejeter. Il faut, quand on donne des conseils individuels, moi je suis médecin, il faut prendre tout ça en compte. Il ne faut pas rester uniquement sur les connaissances, mais prendre tout ça en compte pour arriver à ce que le mangeur prenne pour lui et transforme ce qu'on lui propose. Il ne faut surtout pas qu'il applique à la lettre. Il faut vraiment qu'il modifie à son image, comme pour l'éducation en général d'ailleurs, je crois. Francisca. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose. En fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On parle beaucoup de la mère, c'est le premier mot qui a été dit. La mère et le père, en effet, vont finalement être les premiers vecteurs de l'alimentation à la maison. Il y a l'école. L'école, c'est très important. Et il y a d'énormes progrès qui ont été faits pour justement essayer d'amener de l'équilibre, de la nouveauté, de la diversité. Je pense que le mot-clé, c'est diversité, en tout cas d'un point de vue médical. On sait que c'est quelque chose qui va être, on va dire, propice à de la bonne santé. Mais c'est pas parce que finalement, pendant toute la petite enfance ou l'enfance, on s'est un peu planté, on peut encore bien faire. Et aujourd'hui, on a des études qui montrent que lorsqu'on modifie son alimentation durablement, même tardivement, en fait, on arrive encore à modifier la composition de ce fameux microbiote, donc ces bactéries de l'intestin. Donc, je suis d'accord qu'il faut vraiment travailler sur cette formation, sur l'information dès les plus jeunes. On en parlera après, on finira sur le sujet information. Oui. Mais on peut toujours essayer de... Voilà, c'est jamais trop tard en fait. Jamais gagné, c'est jamais perdu. C'est jamais gagné, c'est jamais perdu. Oui, c'est une chance. C'est un équilibre, c'est une chance, bien sûr. Oui. Mais par exemple, tous ces aliments qu'on décrit au fur et à mesure comme bons pour la santé, est-ce que vraiment vous qui êtes nutritionniste, et après je demanderai à Virginie aussi d'intervenir, il y a vraiment des bons aliments? Alors, il y a des aliments qui sont très modes, tout ce qui est, enfin pour moi en tout cas, sans gluten, sans lactose, graines de chia, tout ça, c'est souvent très cher, c'est souvent transformé. De même que la viande végétale, je ne vois pas l'intérêt d'une viande végétale. Soit on mange des légumes secs et des céréales complètes, soit on mange de la viande. Mais faire une viande végétale qui va être complètement ultra transformée, ça n'a vraiment pas grand sens. Et l'alimentation la plus saine et celle qui réduit le plus ces maladies, ce n'est pas le végétarien, c'est l'alimentation méditerranéenne, par rapport aux différents types qu'il peut y avoir. Donc, faisons simple avec des aliments basiques, sans prendre d'aliments transformés. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense que c'est très important. Il n'y a pas de super aliment, en fait. En fait, on nous apprend que, par exemple, le tube digestif, c'est un écosystème. L'alimentation, c'est pareil. C'est un ensemble. Et je pense que de chercher le bon aliment ou détruire le mauvais aliment, on n'est pas dans le bon raisonnement. Mais vous savez que les médias adorent le bon aliment et que les personnes sont aussi friandes du produit de l'année. Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce qu'on voit, c'est que l'alimentation santé, c'est quand on fait des programmes d'accompagnement santé, c'est un des sujets d'intérêt principal des bénéficiaires de nos solutions. Le premier travail qu'il faut faire, effectivement, c'est l'information. C'est structurer l'information. Aujourd'hui, dans le monde du numérique, on est envahi d'informations. Donc, c'est éduquer la personne à identifier quelle est la bonne information pour elle. Ça, on finira avec ce sujet-là. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Et après, c'est la formation et l'éducation. Parce que ce n'est pas quand on a l'information qu'on sait comment l'utiliser, d'une part. Et le savoir ne fait pas le savoir-faire. Donc, c'est comment ensuite on met en application tous ces bons enseignements qu'on peut recevoir. On finira justement avec ces conseils pratiques. Thierry Marc, vous avez déjà goûté la viande végétale? Oui, mais je suis alors tout à fait de l'avis, je ne mange pas de viande et je ne vois pas pourquoi je mangerais un produit ultra transformé. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Nutritionnellement, on saurait faire en sorte que ce produit soit bon, mais j'ai goûté, ça ne m'intéresse pas. Mais je voudrais revenir juste sur ce que l'on mange. Et il y a un intérêt aussi sur ce lien du vivant, la qualité des sols, la qualité des herbages, la qualité de ce qui a nourri les animaux et leur bien-être fait finalement qu'on arrive dans
à mon avis, une santé assez globale. Donc il faut, quand on travaille sur l'alimentation, et c'est pour ça qu'on a un gros travail avec nos agriculteurs, qui sont demandeurs de cela aussi, de dire on va faire des sols de qualité, des herbages de qualité, des animaux bien nourris, et finalement, la règle de l'alimentation tournera un peu mieux en boucle. Mais c'est du lien du vivant manger. Oui, de toute façon, c'est un lien entre vous et la nature. Enfin, vous sublimez ce qu'ils vous proposent et il faut déjà que ce soit des produits de qualité. Et la viande en culture, vous avez testé? Parce que ça, on ne tue plus l'animal officiellement. Non, mais franchement, je ne suis pas du tout intéressé. Je vais aller voir, hein, je veux dire, pas mourir idiot. Je vais voir, mais la démarche ne m'intéresse pas vraiment. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est une alimentation plus juste, plus durable et globalement pour tout le monde. Et encore une fois, de défendre qu'il n'y ait pas une alimentation à deux vitesses, une alimentation pour des gens qui auraient les moyens d'avoir une alimentation de qualité et une alimentation low cost pour des gens qu'on considérait qu'ils n'aient pas les moyens. Et là, je suis entouré de médecins, donc je suis à l'aise pour leur poser la question, mais pour moi, c'est l'essentiel est là. Et puis, si on parle d'alimentation, il faut aussi parler de lutte contre la sédentarité, redonner du mouvement, et on voit bien qu'on a des populations qui sont en hyper-sédentarité et qu'il faut aider aussi à revenir vers une démarche de mouvement si on veut aussi améliorer son alimentation. Bien sûr, c'est un tout, hein. Alors, il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est ce fameux microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Pourquoi on en parle tant maintenant? Est-ce qu'il a un rôle vraiment dans la santé? Alors, le microbiote, en fait, quand on décortique le mot, micro c'est petit et biote, en fait, c'est la vie. Donc, en fait, c'est les petits organismes vivants qui nous peuplent. Et on parle beaucoup de microbiote intestinal, mais il n'y a pas que le microbiote intestinal. En fait, on a différents microbiotes. On a des bactéries sur la peau. Aujourd'hui, il y a même le microbiote pulmonaire, le microbiote génital. Mais pourquoi le microbiote intestinal intéresse tant? Parce qu'on comprend bien que finalement, si y a un rôle, une action de ces bactéries dans notre corps, peut-être qu'en modifiant l'alimentation, on va avoir un impact sur ces bactéries. Aujourd'hui, et c'est ça qui est assez drôle, c'est de se dire que j'ai besoin de bactéries pour être en bonne santé. Alors que moi, quand j'étais petite, on me disait surtout, lave-toi bien les mains, il faut être propre, les microbes, il faut surtout éviter. Avec en plus un chiffre qui est important, si j'ai bonne mémoire, il y a plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Absolument, et donc en fait, certains disent même, finalement, on est presque plus microbiotique qu'humain. On est des hébergeurs de bactéries, quoi. Eh bien, en fait, moi, je pense que ce que l'on est, c'est un écosystème. Oui. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, on vit en harmonie avec ce microbiote. Et quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire tout d'un coup, on manque de diversité, ça peut être une des sources d'un dérèglement, d'une bascule vers une maladie. Et donc, dans beaucoup de situations gastro-entérologiques, mais aussi non gastro-entérologiques, on essaye de comprendre en quoi un déséquilibre peut favoriser une maladie, une poussée de maladie. Parce que le microbiote, Jacques, on l'incrimine dans 1000 choses, autant dans l'obésité que dans plein de maladies. Mais c'est le cas. Mais en fait, l'alimentation saine, ce qu'on appelle saine, à base, comme Max a très bien dit, à base végétale, c'est-à-dire légumes secs, céréales, si possible complètes, pommes de terre et légumes verts et fruits, avec un petit peu d'aliments d'origine animale, produits laitiers, œufs, volailles, poissons, viande, est optimale. Mais c'est également elle qui donne le meilleur microbiote. C'est-à-dire si on ne mange pas de légumes, les microbiotes, ils ne sont pas très bons. Donc ça intervient sur l'obésité, ça intervient au niveau cardiovasculaire, ça intervient sur le diabète, ça intervient même, semble-t-il, sur l'Alzheimer. Alors ça, c'est encore... Oui. Je ne suis pas du tout spécialiste du microbiote, mais il y avait des études très en éprouvettes qui montraient que certaines bactéries du fromage, notamment les Japonais ont travaillé là-dessus, sur les bactéries du camembert ou du roquefort, auraient une influence in vitro, sur des plaques amyloïdes. Mais pour dire que le microbiote a vraiment une grande influence sur beaucoup de choses. Ouais. Le microbiote, ça envahit votre univers, Thierry Marx Non. Non, moi je suis un rêveur, donc je vends de la poésie, je vends des hybridations de produits les uns avec les autres pour faire des recettes. Et c'est vrai que tout ce qui a été évoqué là autour du microbiote, du bien manger, me parle, mais encore une fois, je reprends toujours cette thématique. La cuisine, c'est quoi? Plaisir, bien-être, santé. Moi, c'est plaisir, bien-être. Après, la santé, j'ai pas à revendiquer un discours de médecin.
je serais complètement idiot de le faire. Mais le plaisir et bien-être. Et je pense que quand je travaille avec des médecins, quand je participe à une action avec des médecins, on se met d'accord. Qui fait quoi? Et moi, je propose et eux analysent. Mais c'est comme ça qu'on peut améliorer un petit peu les choses. On a évoqué les légumineuses. Aujourd'hui, c'est quand même étonnant que les légumineuses, on n'en parle pas suffisamment. Mais dans le pois chiche, la lentille, un tas de ces légumineuses qui font du bien. Et puis, quelle quantité? À quel moment je suis à satiété? Ou est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Et vous voyez, toutes ces notions-là, eh bien, on doit les travailler, nous, avec les médecins, pour se dire, nous, notre métier, c'est le plaisir. Mais à un moment donné, on ne doit pas déséquilibrer non plus la santé de nos convives. Et puis, on est chef, mais on a aussi des actions que nous menons avec l'industrie agroalimentaire, où nous essayons de proposer à l'industrie agroalimentaire, bien souvent, le moins de glucose, moins de sucre saccharose, moins de produits texturants pour arriver à des produits beaucoup plus intéressants en termes de nutrition. Vous êtes bien accueilli quand vous essayez de voir avec l'industrie agroalimentaire pour modifier un petit peu certaines recettes? Oui, parce que d'abord, les médecins aujourd'hui communiquent de plus en plus et depuis quelques dizaines d'années. Donc les gens font attention, savent bien que le patrimoine qui est le plus à valoriser, c'est leur patrimoine de santé. Donc quand l'information arrive à être comprise par un ensemble de public, l'industrie, c'est du darwinisme pur. Il faut mettre la casquette Green Label, on met la casquette Green Label. Il faut mettre des scores pour dire ça c'est un score A, ça c'est un score E. Et quand vous voyez que c'est Nutri-Score, ben vous prenez A et B. Dans des A et B, moi j'ai des produits ultra transformés. Et puis on me met un Nutri-Score C sur du Roquefort. Ah oui, ça c'est pas passé le Roquefort. Ça c'est pas passé. On a un peu de mal. Donc il faut travailler ensemble pour se dire on n'a pas à se combattre. Plaisir, bien-être, santé, tout est dit. Et au contraire, avançons ensemble pour une meilleure alimentation globale. Mais tant que je n'arrive pas à faire passer le message chez les plus jeunes, eh bien, je vais continuer à fabriquer des consommateurs. Et ça m'intéresse un peu moins. J'ai envie, comme le dit Claude Fischler, qui est un sociologue avec qui j'aime travailler, me dit qu'il faut refaire des mangeurs. Et c'est ça, c'est le mangeur qui va dire, bon, j'ai un budget, mais dans ce budget, je peux intégrer peut-être un peu moins de viande, une viande une fois par semaine. Est-ce qu'un médecin va me dire, une fois par semaine, d'une protéine animale? Bah non, ça, tu peux y aller. Vous voyez, c'est ces équilibres-là qu'il faut retrouver de façon simple. Et cette pédagogie, il faut la retrouver le plus vite possible. Et Jacques et Francisca, dans vos consultations, c'est des messages, évidemment, que vous faites passer? Alors, en vérité, je pense que il y a une demande très forte des patients de savoir. Mais souvent, le médecin ne sait pas. Ne sait pas quoi? Ne sait pas répondre à la question essentielle qui est « qu'est-ce que je dois manger quand je suis malade ?» Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a des médecins nutritionnistes, mais on n'est pas assez nombreux. De la même manière qu'on souhaite que la formation, l'information passe pour les consommateurs, en fait, les médecins aussi doivent se former. On est dans un nouveau monde, c'est-à-dire que nous, on nous apprend souvent à donner des traitements, à faire un diagnostic. Mais l'alimentation, c'est autre chose. Et on peut se retrouver en difficulté, et là je parle de nos patients, mais aussi de ce que j'appelle les bien portants, c'est-à-dire ceux qui accompagnent. Comment je fais à manger? Qu'est-ce que je dois manger? Alors, il y a certaines maladies, c'est facile parce qu'il y a un régime particulier. Mais dans beaucoup de maladies, il n'y a pas de régime, mais on sait qu'on pourrait faire mieux. Et donc, je pense que cet effort, justement, de connaissance, de formation, il est aussi à faire à notre niveau. C'est aussi les sociétés savantes qui doivent aussi se positionner sur voilà, les messages clés, parce qu'il y a une demande très forte de la part des patients et des bien portants. Jacques, ça prend beaucoup de temps aussi d'éduquer les patients. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est la vie et c'est très diversifié. On parlait, Thierry, Marx parlait du plaisir, mais en fait, on ne peut manger différemment et manger mieux que si on a du plaisir et si on continue à manger en famille. Mais il y a 36 façons de bien manger. On peut manger très peu le matin et beaucoup le soir. Contrairement à ce qu'on dit, on n'a pas besoin de manger beaucoup le matin, un peu à midi et très peu le soir. C'est totalement farfelu. On peut faire 5 repas par jour, on peut en faire que 2, on peut faire que 3. Là, en fonction de ce qu'on ressent et des obligations de sa vie, il y a plusieurs façons de bien manger. Donc, le rôle du médecin à ce niveau-là, c'est d'arriver à partir des connaissances qu'on a sur le domaine de la nutrition, à personnaliser les conseils, à ne pas imposer les mêmes choses à tout le monde
personnalisé en fonction de l'âge, de l'activité physique, des pathologies s'il y en a, mais également des habitudes et des goûts et des habitudes de vie. Et ça, Virginie, c'est votre activité, ça, de personnaliser et d'aider les gens. Oui, la personnalisation, c'est clé. Alors, ça commence par un bon bilan, un bon profilage de la personne pour comprendre quels sont les comportements protecteurs sur sa santé, mais aussi toutes ses erreurs dans son hygiène de vie, notamment dans son hygiène alimentaire. C'est la première chose. La deuxième chose essentielle, on a parlé beaucoup de plaisir, de bien-être. Il y a la notion de qualité de vie et il faut quand même amener la notion d'effort. Parce que quelque part, ce qu'on explique à nos bénéficiaires, ce ne sont pas que des patients, ce peut aussi être des gens en bonne santé qui ont juste envie de le rester le plus longtemps possible. C'est d'expliquer que prendre soin de soi, ça nécessite un engagement de leur part et un effort. Et quelque part, le plaisir, la qualité de vie qu'ils vont gagner, c'est le bénéfice collatéral. Ça arrive après. Et oui. Donc, ça, c'est difficile à entendre et il faut être prêt à l'entendre. Et la deuxième chose, je rejoins effectivement, c'est l'ultra-personnalisation des messages parce que aujourd'hui, il y a des bons contenus scientifiques, des bonnes publications qui disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voici le régime. Sauf que entre moi et mon voisin, si on est tous les deux diabétiques ou si on a tous les deux de l'hypercholestérolémie, ça fonctionnera pour l'un, ça fonctionnera pas pour l'autre parce que peut-être que l'autre, il est actif physiquement, moi je ne suis pas, ou l'autre va fumer et moi je ne fume pas. Donc on a cette nécessité d'ultra-personnalisation du contenu. Après, d'avoir des approches individuelles, c'est nécessaire parce qu'il faut se confier, il faut expliquer, il faut se mettre à nu. Et c'est sur cette base-là qu'on arrive à ensuite accompagner et transformer les habitudes de vie, les comportements alimentaires. Et puis après, il faut aussi l'approche collective parce qu'il faut entendre les patients experts, entendre les patients partenaires ou entendre son voisin qui a dit c'est compliqué, j'ai galéré, parce que pour reprendre les expressions du tout à chacun, sûr, ça fait du bien et ça encourage et ça peut être des leviers de motivation. Et ce matin, on voyait dans un atelier, ce qui est essentiel, et notamment sur l'alimentation, c'est le supporter. C'est le rôle d'un supporter. Ça peut être l'époux, ça peut être les enfants, qui sont très moteurs, notamment sur ces sujets-là, pour encourager à faire mieux, à mieux manger, à faire ses courses différemment, en tout cas à avoir une gestion qui est différente et qui demande malheureusement un effort. Ouais. Mais il y avait une expérience, Jacques, si j'ai bonne mémoire, c'était Fleur Bel-Avanti. C'était eux qui avaient commencé à éduquer les enfants et qui disaient que finalement, le gamin, quand on lui apprenait des bonnes choses et qu'il rentrait chez lui à midi, ah non papa, ça je mange pas ça parce que ça c'est pas bon. C'est amusant parce que c'est dans les deux sens. Effectivement, l'enfant à qui on apprend à l'école va ressortir ça à la maison. Et dans l'autre sens, ce qui intervient également beaucoup, c'est le fait de faire avec les enfants les courses ou de préparer avec l'enfant. Un enfant qui n'aime pas les légumes, par exemple, si on va au marché avec lui, on dit tiens, regarde, c'est amusant, ça s'appelle les endives, ça s'appelle les courgettes, viens, on va les acheter, on va préparer ensemble et puis on va goûter. Et là, l'enfant aura beaucoup plus envie d'essayer de goûter ces aliments si on le fait participer à la préparation, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y a une interaction entre les deux. Et par rapport à l'effort, ça va au début, mais après, il faut que les habitudes proposées, que ce soit par un système expert informatique ou par un médecin ou par des amis, puissent être transformés et acquis et digérés pour que ce soit plus un effort. Parce que l'effort alimentaire... Il ne faut pas que ça désocialise non plus, oui, le régime. Absolument, il ne faut pas que ça désocialise et il faut que ça devienne naturel. Donc il faut arriver à proposer quelque chose qui puisse devenir naturel. Il ne faut pas non plus... l'effort alimentaire, ça ne peut pas durer des années. Parce qu'après on craque, on arrête tout et c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos sur les efforts alimentaires ? C'est le goût de l'effort. Mais ça, vous le connaissez, celui-là. La bonne cuisine. Non, mais pour tout le monde, c'est vrai qu'on a parlé des gens qui allaient très bien et qui fréquentaient les restaurants gastronomiques. C'est formidable, mais dans mon univers, je ne fréquente pas que des gens qui dînent ou déjeunent dans des restaurants gastronomiques. Et on essaye d'aider à cette connaissance. C'est pour ça que je parlais beaucoup de pédagogie chez les petits. Pourquoi ? Parce que dans un cours de cuisine, il y a énormément de choses. Vous avez un cours d'histoire, vous avez un cours de géographie, vous avez un cours d'arithmétique, vous avez un cours de français et vous avez un cours d'instruction civique. Parce que pourquoi l'autre ne mange pas pareil que moi ? J'ai une blague que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Je suis invité chez des amis et on me dit maintenant Thierry est végétarien, donc on ne lui a pas fait de viande. Alors le gamin de 5 ans ou 6 ans dit mais c'est quoi un végétarien ? On lui dit mais c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande. Il dit bah moi j'ai un copain à l'école, il est végétapore, il ne mange pas de porc. Alors c'était drôle parce que voilà, il élimine les choses, mais se rencontrer, de se connaître, savoir pourquoi on mange, comment on mange, pourquoi on se restaure, pourquoi on se fait du bien, et surtout pour des publics qui sont en fragilité, leur dire tu vas avoir plus d'argent dans ton porte-monnaie.
Parce qu'elle est là, la variable d'ajustement, pour des gens qui ont une accessibilité difficile à l'alimentation de qualité. C'est de dire, non, mieux manger, c'est aussi une économie. Vous savez, la viande diminue dans la consommation aujourd'hui en supermarché, en hypermarché, parce que c'est plus un produit du quotidien. Et ça, les grands marketeurs s'en aperçoivent, et dans la grande distribution, on essaye de relancer cela. Mais voilà, c'est parce que économiquement, c'est difficile pour certains. Donc je pense que dans le mécanisme de l'apprentissage d'une bonne alimentation, il faut aussi démontrer qu'on peut faire une économie pour se nourrir de façon qualitative, mais aussi une économie de santé à l'échelle de la santé. Et tout ça, ça prend du sens. Il n'y a pas une personne qui aura à un moment donné choisi de mieux s'alimenter, qui au bout de 2 ou 3 ans, je pèse mon propos en disant cela, va dire je vais mieux, je respire mieux, je remarche, j'ai envie de courir. Vous voyez, tous ces mécanismes qui se remettent en marche parce que physiquement, vous vous sentez mieux. Et c'est toute la mécanique de l'alimentation qui ne peut pas se réduire simplement au phénomène de vouloir faire la cuisine. Moi, je milite pour la cuisine parce que la cuisine m'évite le produit transformé. Ne te laisse pas nourrir par quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Et vous ne pouvez pas avoir confiance dans l'industrie. Excellent, excellent. Je pense qu'il y a des questions. On va passer aux questions. Personne? Ah si, monsieur, un micro. Est-ce qu'on peut, monsieur, est-ce que vous avez assez de voix pour vous lever et parler très fort, hein? Non, on ne vous entendra pas. Venez ici, on vous donne un micro, monsieur. Venez ici, ça sera le plus simple. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question, c'était quand vous dites que ça va être une économie pour les gens qui sont défavorisés dans certains milieux, mais dans un monde où on est tout le temps à la course contre le temps, est-ce que c'est pas, ils vont pas avoir une excuse en disant c'est une perte de temps, et qu'est-ce que je préfère, perdre du temps ou gagner de l'argent? C'est un peu un juste milieu à trouver. Comment expliquer ça quand on nous pose la question? J'aime bien ce genre de questions sur le temps, l'argent, c'est vrai. D'abord, si on regarde le temps qu'on passe sur son smartphone, on se dit j'ai quand même largement le temps de cuisiner dans ma vie. Et puis, c'est de rapprendre le réflexe de ce qu'est de cuisiner. Vous savez, un œuf dur mayonnaise, c'est pas grand-chose. Avec une poignée de lentilles à cuire, je peux même le faire au micro-ondes, si vraiment je ne suis pas équipé. Non, mais votre question est intéressante, c'est qu'à un moment donné, comment je me libère de la consommation? Et je ne suis pas critique vis-à-vis de la consommation. Moi, je suis critique vers l'hyper-consommation. À un moment donné, la consommation, c'est aussi du lien social. Qu'on le veuille ou non, c'est aussi du lien social. Mais l'hyper-consommation, ça me gêne un petit peu. Or que quand je reprends le lead, comme on dit, sur mon alimentation, je vais me libérer à un moment donné de pouvoir mieux me nourrir et finalement, économiquement, m'y retrouver. Vous voyez, c'est ces mécanismes-là et de dire, j'ai pas le temps. En moins de 25 minutes, je vous fais en gros 2 plats. Et c'est mon métier, mais bien souvent j'apprends à des gens, je leur dis mais vous allez voir, on va mettre une cocotte au four, on va mettre un chou-fleur entier dans un four, on va mettre de l'eau et de la farine autour du couvercle, on met ça au four, allez prendre votre douche, allez faire un petit peu de ménage, allez chercher les enfants à l'école, vous mettez au gradient descendant, enfin vous réglez votre four, il va s'arrêter tout seul et en revenant vous avez un chou-fleur entier accompagné de légumes qui va être merveilleux. C'est simple comme bonjour, c'est un verre d'eau, un petit peu de matière grasse, vous prenez une huile ou quelque chose. Vous voyez, c'est simple. Donc le temps n'est pas un argument. Moi, ce que j'aime que les gens comprennent, c'est vous allez vous faire du bien. Et c'est ça qui m'intéresse. Et vous avez arrêté. Vous savez, et je termine mon propos là-dessus, quand vous achetez à l'industrie transformée, il y a un quart de votre prix qui part à la poubelle. C'est votre emballage. Et donc, vous avez encore moins de produits à faire consommer à vous-même et à vos proches. Donc, c'est à mon avis assez néfaste. Jacques? Oui, quand on a peu de temps, parce que ça arrive, effectivement, il ne faut pas hésiter non plus à utiliser certains aliments d'industrie qui sont très favorables, comme les conserves, notamment les conserves basiques, peu transformées, style lentilles, pois chiches, par exemple. Vous l'ouvrez, vous le réchauffez, en 2 minutes c'est fait, et c'est un excellent aliment. Comme, pourquoi pas, des haricots verts ou des tomates en conserve, il vaudra mieux prendre des haricots verts et des lentilles en conserve que pas en prendre, ou que prendre un burger du coin, et ça ne met pas plus de temps. Pareil, si on prend des crudités comme des endives ou comme des tomates, où il n'y a rien à préparer, comme des fruits, donc même avec très peu de temps, on peut bien manger en utilisant les produits d'industrie style surgelé ou conserve, mais les plus basiques possibles, avec le moins d'ingrédients possible. Desquels vous rajoutez vous-même une bonne huile. Oui, mais quand on parlait des produits d'industrie, je parlais des produits de 5e catégorie, ultra transformés, la lasagne qu'on connaît.
et tous ces produits. Mais la conserve, je suis d'accord, depuis Appert, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est en plus un plat de placard qui nous permet un dépannage extrêmement rapide, effectivement, sur le légume sec. Madame, et la tomate. Pardon. Bonsoir, merci. J'ai 2 questions. La première, combien de temps le chou-fleur au four? Bon, alors je vais balancer les recettes. Non, c'est 25 minutes à 180 degrés. Vous mettez un verre d'eau. Si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous prenez une eau minérale naturelle, notamment une qui est riche en bicarbonate. On les connaît, je ne vais pas faire de pub ici, mais vous les connaissez. Vous mettez un petit verre d'eau, petite goutte d'huile d'olive, sel, poivre, ou pas de sel et vous salez à la fleur de sel après. Vous mettez au four, vous couvrez. Si vous vraiment vous poussez le vis, vous mettez un petit peu d'eau et de farine, vous collez le couvert comme ça, vous avez une cuisson très concentrée avec des arômes qui vont être très concentrés. Et vous éteignez le four, vous faites votre ménage, ça va cuire tout seul. Et puis ensuite, vous servez ça en tranches avec une sauce moutarde qui peut être une simple vinaigrette tiède. Bon voilà, j'ai fait le menu de ce soir. Vite, courez, aller acheter des choux-fleurs. Bon. Et j'ai une deuxième question qui n'a strictement rien à voir avec la recette. La cuisson de l'œuf mollet, non. Non. On parle beaucoup de jeûne ou de jeûne alternatif. Très brièvement, vous en pensez quoi? Alors, le jeûne total n'a rien de plus dangereux. C'est très curieux, il y a vraiment des modes. Quand j'avais fait ma thèse de médecine et ma thèse de sciences sur les diètes protéinées et sur les régimes extrêmes. Et en fait, dans la bibliographie que j'avais recherchée, j'avais retrouvé que dans les années 50, 1950, aux États-Unis, il y avait eu le jeûne total, la grande mode. Et au bout de 5 ans, ça avait été interdit par la FDA parce qu'il y avait une hécatombe de morts, enfin il y avait beaucoup de morts, par arrêt cardiaque. Le cœur supporte très mal l'absence de protéines et le jeûne total. Et du coup, on a arrêté. Il y a eu les diètes protéinées avec des sachets de protéines ou des aliments protéinés qui étaient moins pires, qui est quand même mieux. Et puis maintenant, ça revient depuis 10 ans, notamment en Ardèche ou ailleurs, où on paye très cher pour rien manger. C'est extraordinaire comme oui, c'est formidable, ça, c'est merveilleux. Une tisane de la marche, ça coûte une fortune. Et il commence à y avoir des morts. Il y a eu récemment en Ardèche une personne qui est morte. C'est totalement absurde. En plus, on perd du muscle, on est plus sensible aux infections, on reprend du poids parce qu'on brûle moins. Enfin, c'est vraiment une grande fumisterie. Le fait de jeûner 1 jour par semaine, ça n'a pas d'intérêt particulier, ça n'a pas non plus de danger faramineux. C'est pas forcément très bon après 65 ans parce qu'on refabrique moins bien ses protéines. Autant à 40 ans, on refabrique et on perd du muscle qu'on a du mal à refabriquer. Donc sûrement pas chez l'enfant ni chez la personne après 60-65 ans. Et le jeûne intermittent, alors en fait ça marche parce qu'au niveau de la perte de poids, parce qu'on mange moins. Il y a des personnes, quand elles commencent à manger, elles ont du mal à s'arrêter. À ce moment-là, pourquoi pas, c'est pas dangereux. Mais lorsqu'on compare au fait de fractionner à calories égales, le fait de fractionner l'alimentation en 3 repas, 1 ou 2 collations, on fabrique moins d'insuline, on a une tension plus basse, on baisse les triglycérides, on reprend moins de poids après. Et donc, c'est pas mieux. Le seul intérêt du jeûne intermittent, c'est si on a du mal à s'arrêter de manger quand on commence. Sinon, c'est pas dangereux, mais il n'y a pas un intérêt majeur à faire un jeûne intermittent. Francisca? Alors, pour aller complètement dans le même sens, vous savez qu'il y a 2 millions de patients dénutris en France. Ce n'est pas forcément lié à la précarité, hein. C'est lié aussi à la maladie elle-même. Quand on est malade, eh ben, on mange moins, on perd du muscle. Donc faisons très attention à ces fameux jeûnes intermittents qui souvent d'ailleurs sont plutôt proposés aux malades, en cancérologie notamment. Donc soyons très prudents. Aujourd'hui, les recommandations sont claires là-dessus, notamment chez des personnes qui souffrent déjà de maladies. Il n'y a pas d'indication à faire du jeûne intermittent ou du jeûne tout court comme ça a été dit. Et j'ai envie de dire, faisons attention au sang, vous voyez, au mot régime. Parce que finalement, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est bien portant et qu'on veut penser prévention, peut-être que ce qui marche le mieux, c'est justement la diversité, et on vous a cité, voilà. Et c'est pas, le but n'est pas forcément de supprimer, mais peut-être plutôt de rajouter ce qui peut être bon pour la santé. Et de la même manière qu'on pense à l'écologie, et j'aimais beaucoup l'idée que finalement les enfants, parfois c'est les premiers éducateurs des parents. On le voit pour l'écologie. Les enfants, c'est des fous furieux à la maison, hein. Non, mais là, t'as attention, là, hein, c'est recyclable ou pas. Eh ben, je pense que l'alimentation, ça pourrait être pareil. Je pense qu'à un moment donné, ça pourrait être même nos enfants qui vont devenir un peu nos éducateurs alimentaires.
Virginie, pour finir, sur les jeunes, vous avez des demandes, vous essayez de raisonner les gens? Et précisément sur l'alimentation, puisque ça reste leur principale motivation, parce que potentiellement, quand il y a des bénéfices, c'est quand même sur l'alimentation qui sont les plus visibles, notamment la perte de poids, le tour de taille, etc. La difficulté que je voulais soulever, c'est qu'aujourd'hui, l'accompagnement, notamment des patients, est plutôt bien géré, bien encadré. On peut faire plus, on peut faire mieux, mais ils sont quand même pris en charge, soit à l'hôpital, soit en consultation libérale. Notre problème à nous, et c'est là où on est dans un axe où on a des choses à faire, c'est tous les patients qui ont des risques, un peu de cholestérol, un peu de surpoids, mais qui ne sont pas encore dans la pathologie et donc qui n'ont pas l'accès à l'encadrement de ces professionnels, les diététiciennes nutritionnistes, des infirmières, des médecins nutritionnistes, experts, etc. Et donc aujourd'hui, c'est ça notre rôle, c'est amener ces connaissances, ces prises en charge, ces accompagnements, la personnalisation dont on parlait tout à l'heure, à finalement les 80% de la population qui ne doivent pas être laissés pour compte, puisque potentiellement dans 10 ans, c'est ceux-là qu'on aura ensuite en patientèle. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, est-ce qu'on vous a donné le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors j'aurais une question. Je voulais savoir, on parlait d'approvissement des sols. Est-ce qu'il est vrai qu'avec l'état des fruits et légumes aujourd'hui, il est vrai qu'on ne peut pas avoir le nombre de vitamines optimales qu'une personne devrait avoir qu'il y avait auparavant? Et je voulais aussi j'ai une autre question sur la valeur nutritionnelle des fruits et légumes importés qui ne sont pas cueillis à maturation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon, quoi? Alors, d'abord au niveau nutritionnel, puis après au niveau du goût. Au niveau nutritionnel, les légumes et les fruits qui ont plus d'engrais, en général, sont plus hydratés. Donc, ils gardent des vitamines et des minéraux, mais en proportion, pour un gramme de produit, il y a un peu moins de vitamines, minéraux et de polyphénols. Mais toutes les études qui ont montré qu'il y avait une protection à multiples niveaux, cancer, cardiovasculaire, Alzheimer, on en a parlé, par les fruits et légumes, ont été faits sur des fruits et légumes non biologiques. Alors bio, c'est très bien, hein, c'est pas pour dire que c'est pas bien, mais pour dire qu'il vaut beaucoup mieux en manger des normaux, des classiques, que ne manger que très peu de biologiques. Donc soyez rassurés, il y aura quand même des éléments intéressants à ce niveau-là. Donc vous pouvez tout à fait... Et la deuxième question, c'était ? La valeur nutritionnelle des fruits et légumes importés. Alors oui, ce qui est très important, ce qui est extrêmement important, c'est le goût et c'est la maturité. Si on achète des tomates qui viennent de très loin ou de pas très loin, mais qui sont cueillies avec pas mûres du tout, il n'y aura pas de goût, il n'y aura pas de plaisir, et il y aura très peu de polyphénols et d'éléments protecteurs. Donc il vaut mieux manger une pomme de proximité qui ne soit pas totalement biologique, mais qui ait du saveur, qui a été cueilli à maturité, plutôt qu'un produit qui serait biologique, qui serait plus cher, qui serait venu de plus loin et qui aurait moins de saveur. Donc ça, c'est vraiment que c'est important. La maturité est importante. Donc la saveur, en fait, c'est un indicateur nutritionnel aussi. En général, oui. Pour les fruits et légumes, oui, en général. Thierry, vous avez éliminé tous ces aliments qui viennent de loin et qui finalement n'ont pas de goût? Oui, d'abord parce qu'on a passé les entreprises dans lesquelles je travaille en HQE, haute qualité environnementale, ce qui impose que nous ayons de l'approvisionnement à moins de 300 km du lieu de transformation. Pour répondre sur la partie nutritionnelle, là, le professionnel peut répondre. Nous, on y fait très attention. C'est vrai qu'un fruit à maturité, quand il est cueilli à maturité et consommé à maturité, vous appelle une forme de satiété, parce qu'il y a du plaisir et ça donne une forme de satiété. Ça, on l'a vérifié, nous, au laboratoire de Saclay, et on l'a vérifié dans différents domaines. Et puis, on a pu vérifier aussi, quand la qualité des sols est là, la qualité des herbages donne des produits riches en oméga 3 et en oméga 6 de façon naturelle, nourrit bien les animaux. Là aussi, on sait faire des analyses qui nous permettent de dire, oui, ça, c'est un bon produit. Mais on se rend compte que l'appauvrissement d'un sol et un sol, je dirais, suralimenté en produits phytosanitaires, bien évidemment, donne une production très, très, comment je pourrais dire, active de ces sols, mais appauvrit aussi la qualité des produits. Donc ça, c'est les vérifications qu'on a fait avec le groupe dans lequel je travaille, qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, et qui nous permettent de le vérifier sur les sols, sur les herbages, pour les animaux. Mais nous, on se dit, est-ce qu'un œuf bio, par exemple, nous garantit une valeur nutritionnelle? Il nous garantit simplement qu'il n'y ait pas trop d'intrants, parce que maintenant, on laisse rentrer aussi des intrants dans le bio. Mais par contre, on sait vérifier que cet œuf, il est riche en oméga 3 et en oméga 6. Ça, on sait le faire, et on sait que
les gens qui nous entourent nous disent bah, ça c'est plutôt intéressant pour la valeur nutritionnelle que de savoir s'il est vraiment bio ou pas. Donc, vous voyez, je pèse mes mots en disant cela, hein, je n'affirme rien, mais en tout cas, c'est la démarche qu'on a depuis 20 ans, d'essayer d'avoir des analyses sur les produits qui soient des analyses sérieuses de valeur nutritionnelle et pas simplement de se dire est-ce qu'il y a eu des intrants ou pas. Mais effectivement, les fruits à maturité, les fruits en circuit court, et on a fait l'expérience, on a des fermes verticales dans Paris, où on utilise les légumes qui sont produits sur le toit directement dans nos casseroles. Et on s'aperçoit, alors c'est anecdotique, c'est vraiment anecdotique, c'est juste pour faire l'expérience. Le fait que le produit ait été cueilli et transformé moins de 2 heures après, bien, a une valeur nutritionnelle extrêmement intéressante. Donc on considère qu'aujourd'hui le circuit court est quelque chose de très intéressant dans cette transition dont nous avons besoin dans l'alimentation aujourd'hui. Mais plus le circuit est court, moins on perd évidemment de valeur nutritionnelle. J'ai une dernière question pour vous, Francisca, mais très rapide pour compléter. Est-ce qu'il faut éplucher systématiquement tous les fruits et légumes pour éviter justement... C'est quoi cette question? Bah, à vous ou à Jacques, mais on dit qu'il ne faut plus manger les peaux des fruits et des légumes pour ne pas manger de pesticides et autres produits. Ça se dit beaucoup, donc est-ce vrai? Il y a plus de vitamines en général proche de la peau. Hein. Ouais. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas eu trop justement de pesticides ou autres, on a tout intérêt à garder la peau. Et ça dépend de son goût également. Moi, je pense qu'il vaut mieux en général bien le nettoyer et la garder quand on peut. Et ben voilà, c'était la... Thierry, une dernière remarque? Alors... Pardon, mais la peau, c'est un contenant. Oui. Donc il y a des peaux qui sont intéressantes. Et moi, la grande fâcherie à la maison, c'est quand on me fait des lasagnes avec des aubergines et qu'on laisse la peau de l'aubergine. C'est du cuir. C'est pas intéressant du tout. Mais par contre, les peaux, notamment les peaux des pommes, des épluchures de pommes, je m'en sers pour refaire des ferments. C'est-à-dire que je fais fermenter ces peaux de pommes pour refaire mes levains pour la pâte à croissant et la pâte à pain. Vous voyez qu'on peut lui trouver un cycle, un autre cycle de fait de simplement tout manger. Est-ce que la nature nous donne tout? Dans 90% d'une tomate, par exemple, je peux tout utiliser. Le pédoncule vert, il y a des produits qui ne m'intéressent pas en termes de santé. C'est comme le grain le pépin de pomme. Bon, c'est pas terrible, mais globalement, on sait réutiliser l'ensemble du produit. Et la peau des fruits, par exemple, quand elle n'est pas intéressante à manger, 50 grammes de sucre, 500 grammes de peau de fruits et 1 litre d'eau minérale, et vous avez le lendemain une eau fermentée qui va vous permettre de faire un levain. Vous voyez, c'est quand même intéressant d'étudier le cycle de ce que nous propose la nature sans rien avoir à gâcher. Il va falloir malheureusement s'arrêter. J'ai juste une dernière information extrêmement importante. En avril, sort un livre qui s'appelle La santé dans l'assiette de Thierry Marx avec un médecin. Et je vous le conseille à l'avance parce que je suis sûre que ça sera formidable. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'ai reçu l'info hier, alors...